Vous êtes dans le Morning News, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, libération de membres de groupes armés et de détenus de droit commun au Tchad en vue du dialogue national. Ils sont près de 300 détenus concernés par cette loi d'amnistie décidée par les autorités de transition. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Le Zimbabwe face à l'impact de 20 ans de sanctions économiques, sanctions américaines et européennes. Le Zimbabwe toujours en pleine crise économique avec une hyperinflation qui bat des records. Le gouvernement ivoirien souhaite mettre le cap sur les filières techniques afin de relever le défi de l'industrialisation. Focus à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouvert ce mercredi à Brazzaville au Congo, 20e session ordinaire. Au cœur de cette rencontre, l'élaboration d'un plan d'action prioritaire autour des questions liées à la sécurité et à la paix en Afrique centrale. Autre sujet, la présidence de l'organisation sous-régionale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, doit prendre officiellement la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au moment où l'organisation est en quête d'une profonde réforme, Félix Tshisekedi, nouveau président en exercice de la CEAC, il succède au président Denis Sassou Nguesso. Libération de plusieurs prisonniers au Tchad. Ils avaient été emprisonnés pour des faits de rébellion, mais ont finalement bénéficié de la loi d'amnistie votée fin décembre 2021, une mesure de décrispation décidée par les autorités de transition afin de faciliter leur participation au dialogue national inclusif prévu le 15 février prochain. Kamesh Katapoulé. Ils sont une vingtaine à avoir retrouvé la liberté. Au Tchad, les autorités de transition ont procédé ce 18 janvier à la libération de rebelles. Un geste fort acté au nom de la paix et la réconciliation nationale. Ces anciens détenus avaient été condamnés pour atteinte à l'intégrité de l'État notamment. Je suis détenu dans la prison de Klesm, ça fait 18 mois que je suis ici. Je remercie les hautes autorités, le CMT, et ses membres du gouvernement. Je remercie monsieur le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits humains et d'autres pour leurs bons actes qu'ils ont mis pour nous libérer. Nous sommes très contents de trouver notre famille. Une libération rendue possible par la mesure d'amnistie générale décrétée par les autorités de transition le 29 novembre dernier, et ce pour près de 300 personnes. 2 projets de loi en ce sens avaient ensuite été adoptés par le Conseil national de transition. Cette amnistie répond surtout à une série d'exigences formulées par les principaux groupes rebelles en vue de leur participation au dialogue national inclusif. Parmi les conditions posées, la restitution des biens saisis par le gouvernement notamment. En prélude au dialogue national inclusif en préparation et afin de permettre à tous les fils et filles du Tchad d'y participer, les plus hautes autorités ont décidé d'amnistier les compatriotes pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et au délit d'opinion. Cet acte de pardon, faut-il le souligner, est à saluer car il est le gage du rétablissement de la confiance entre les fils du Tchad et la paix sociale tant réclamée. Ce projet de dialogue national doit ouvrir la voie aux élections présidentielles et législatives. Un dialogue sans tabou et souverain, promet le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, qui doit démarrer le 15 février prochain. Dans l'actualité également, le rejet par la justice de la RDC de la demande de comparution de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dans le cadre du procès sur le double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La haute cour militaire n'a pas expliqué cette décision, annoncée au cours de l'audience de ce mercredi 17 janvier, choix dénoncé par plusieurs ONG et mouvements de la société civile. Une prochaine audience entrant dans le cadre de ce procès doit se tenir mercredi prochain avec les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public. Au Soudan du Sud, les vols de bétail se traduisent souvent par des raids sanglants, alimentant d'interminables cycles de vengeance. Des conflits qui concernent notamment le peuple Mundari sur la rive ouest du Nil Blanc.
Un peuple appelé à la réconciliation lors d'une récente conférence. Gladys Mamba. La communauté Mundari exhortait à vivre en paix et à se réconcilier. C'était dans le cadre de la conférence de 3 jours qui s'est récemment conclue dans la capitale sud-soudanaise Juba, en présence de Géréal Francis, ministre de la consolidation de la paix de l'État de l'Équatoria central. Plusieurs initiatives de paix concernant le bétail ont été adoptées pour tenter de mettre fin aux conflits violents et de longue date entre les communautés de la ville de Terekeka. Nous devons aspirer à commencer à écrire une histoire positive sur nous-mêmes. Nous devons commencer à rêver et à rêver ensemble pour que nous développions une feuille de route centrée sur les personnes pour Terekeka afin de donner une direction d'espoir aux générations à venir. Ce rassemblement, co-organisé par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a réuni les principales parties prenantes, à savoir les autorités locales et les responsables religieux. Pour les Mundari, peuple d'éleveurs, les vaches sont la pomme de discorde, car elles sont considérées comme la plus grande des richesses. L'Église est venue les superviser et les aider à atteindre la paix. C'est pourquoi j'en appelle spécialement aux intellectuels et aux députés, personnes qui sont des représentants de la communauté Mundari, qui nous permettent de donner une chance à la paix. Faisons partie de cela, participons par tous les moyens à la mise en œuvre des résolutions de la conférence. Je demande au peuple Mundari d'en être propriétaire. C'est leur paix. Parmi les résolutions à mettre en œuvre figurent de lourdes amendes. Les voleurs de bétail pourraient désormais encourir jusqu'à 5 ans de prison. Les tribunaux coutumiers devraient quant à eux bénéficier de plus de pouvoir pour parvenir à l'unité intercommunautaire recherchée. Le Zimbabwe est toujours au bord de l'asphyxie économique avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Un pays toujours sous le coup de sanctions américaines et de l'Union européenne, sanctions imposées après la violente répression d'opposants au régime de Robert Mugabe lors de la présidentielle de 2002. Philomentine. Hyperinflation atteignant 837% en juillet 2020, coupure intempestive d'électricité, pénurie de produits de base, accès limité au système bancaire international, obstruction de l'aide du Fonds monétaire international. L'économie du Zimbabwe ploie ainsi sous le coup des sanctions économiques internationales imposées depuis 2002 par l'Union européenne et les États-Unis. La population et les entreprises en payent encore le prix. Il est absurde de constater que les sanctions économiques et financières qui avaient été infligées au Zimbabwe restent en vigueur, étant donné qu'on sait qu'au départ, ces sanctions étaient dirigées contre Robert Mugabe et tout ce qui composait son gouvernement. Bien sûr, même si à l'époque aussi, il y avait Mnangagwa Emerson, mais aujourd'hui, il est quand même un président qui a été élu démocratiquement. Les sanctions économiques internationales contre le Zimbabwe depuis 2 décennies étaient tributaires à la violente répression d'opposants au régime de l'ancien président Robert Mugabe lors de la présidentielle en 2022. Les autorités actuelles œuvrent pour leur lever. La communauté de développement de l'Afrique australe, pour apporter son soutien au pays, a récemment demandé la levée immédiate de ces sanctions. Pour que le Zimbabwe s'en sorte, il y a la carte, n'est-ce pas, de la diplomatie internationale, celle qui est visible, mais aussi la diplomatie de salon, c'est-à-dire il faut engager dans ce cas des lobbyistes américains qui souvent dans pareilles circonstances savent toucher, n'est-ce pas, les hauts lieux du département d'État pour que ces sanctions quand même soient levées. Aussi, le Zimbabwe peut davantage resserrer ses relations, pourquoi pas avec ses vieux partenaires comme la Chine. Selon les observateurs, les sanctions imposées au Zimbabwe empêchent la croissance durable du pays. D'ailleurs, 87 institutions financières ainsi que des investisseurs internationaux ont cessé toute collaboration avec le pays. L'encours de la dette publique de la Tunisie a été multiplié par 4 depuis 2010. Le niveau de la dette publique atteint désormais plus de 80% du PIB. Nouvelle illustration de la situation inextricable dans laquelle le pays est plongé depuis la Révolution, avec un encours systématique, avec un recours systématique à l'emprunt qui se poursuit dans le budget 2022. Joël Ballot.
Entre 2010 et 2021, l'encours de la dette publique de la Tunisie a quadruplé, avoisinant les 33 milliards d'euros, soit l'équivalent de 85,6% du PIB à fin 2021 contre 38,8% en 2010. Selon la Banque centrale de Tunisie, cette hausse s'expliquerait par les paiements au titre du service de la dette publique qui dépasse 11,9% du PIB en 2021 contre 9,4% en 2020. La Tunisie a vu depuis une décennie justement son industrie et puis ses exportations diminuer drastiquement. Ceci se ressent surtout dans ces dernières années à cause de la pandémie de la Covid-19. Le secteur tertiaire, le secteur des services est en net recul et surtout le secteur touristique qui est l'un des moteurs de l'économie tunisienne. Selon la ministre tunisienne des Finances, Siem Boukdiri, la tendance haussière de la dette devrait se poursuivre en 2022 pour une somme de 5,7 milliards d'euros comme prévu par le budget de l'année 2022. Une nouvelle dette qui vise à couvrir les dépenses et les besoins de la trésorerie nationale. Le gouvernement, malgré les crises institutionnelles qui sévissent depuis 3 ans maintenant en Tunisie, il faudra que ce gouvernement s'attelle à ce que l'année 2022 soit un redémarrage du tourisme et puis des exportations tunisiennes pour que la Tunisie revoie justement ses exigences au point de vue financier pour que la Tunisie puisse s'en sortir convenablement. Asphyxié par une forte inflation estimée à 6% par an, le gouvernement tunisien a émis en 2021 une demande pour un nouveau programme appuyé par le Fonds monétaire international. Un programme qui va accentuer la mise en place des réformes afin de pallier à la crise économique actuelle affectée par la pandémie de Covid-19. Face aux enjeux d'industrialisation de l'économie, la Côte d'Ivoire ambitionne de porter la scolarité au sein des filières d'enseignement technique et de formation professionnelle à plus de 15% à l'horizon 2025, annonce faite par le Premier ministre Patrick Achi. Et Amen Edji, notre journaliste, revient sur cet objectif du gouvernement ivoirien. Aux enjeux d'industrialisation de l'économie du pays, le gouvernement ivoirien vise un taux d'effectif de 15% dans les filières techniques d'ici 2025. Une ambition qui se matérialise déjà par la construction d'établissements sur 19 au total, nécessitant un investissement de près de 217 milliards de francs CFA. Notons qu'une part du financement a été assurée par le Fonds saoudien pour le développement. Aujourd'hui, le secteur privé est demandeur de main-d'œuvre qualifiée technique dans plusieurs secteurs d'activité. Et en face, on n'a pas l'offre de compétences adaptées pour cela, si bien que les entrepreneurs se tournent vers des compétences étrangères qui sont parfois onéreuses. Aujourd'hui, s'il y a une alternative locale, il va sans dire que cela sera bénéfique. Selon l'agence de presse africaine, des travaux sont également en cours au niveau du lycée professionnel agroalimentaire et de maintenance industrielle de Yopougon pour plus de 11,5 milliards de francs CFA. Cette politique gouvernementale permettra également, à travers des programmes spécifiques, de maîtriser le stock des diplômés sans emploi, des déscolarisés ou non scolarisés. Au demeurant, ce sont des actions et des investissements à encourager. La jeunesse ivoirienne dont une bonne partie est au chômage, appelle cela de tous les vœux, et également cela rentre dans la stratégie de l'État de reformer le secteur de l'enseignement technique et professionnel à tous les niveaux. À travers cette initiative, le pays vise à long terme le renforcement du capital humain, des talents et la promotion de l'emploi, pilier majeur du progrès en matière d'éducation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.